le faire sur le cloud apparemment. Cool. Alors, hop. Bon, à 13h03, c'est décidé. On lance. Bonjour Elise. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume Tessier. Bonjour Guillaume Soto. Bonjour Guillaume. Bon, Guillaume Blanquet, il est là pour discuter. Donc, nous sommes 25. Il est 13h03. Nous pouvons lancer le premier Airtable RNA. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette première édition. Alors, on ne sait pas trop vers où on va. On a lancé un petit peu cette idée d'Agora pour discuter un petit peu de Tab Airtable. On va essayer avec un format particulier. Si ça marche bien, on continuera là-dessus. Et sinon, on pourra faire évoluer. Mais l'enjeu, vraiment, c'est d'échanger sur la façon dont on fait des tables Airtable. Parce qu'aujourd'hui, se former, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de formations disponibles sur le web. Par contre, quand on veut ensuite monter en compétences, on est un petit peu laissé à soi-même. Et donc, l'idée, c'est… Ah. Bonjour. Si vous arrivez, merci d'éteindre le micro et de parler dans le chat si vous avez des questions à poser. Et si vous avez des choses à dire, vous viendrez une prochaine fois avec grand plaisir. Donc voilà, l'idée, c'est de faire émerger des bonnes pratiques, des astuces, des idées, de vous donner des idées dans votre pratique d'Airtable au quotidien. Alors, comment, par ces sessions de co-construction, on va partir d'un template de base très simple, un template issu d'Airtable, et puis on va donner la parole aux gens qu'on a invités pour qu'ils nous disent un petit peu qu'est-ce qu'ils feraient sur cette base, comment ils géreraient leur vue, leur table. Voilà, c'est ça l'idée. Au niveau du timing, on va essayer de faire ça une fois tous les mois, le troisième mardi de chaque mois, de 13h à 14h. Et voilà, on zoom. Donc, comment ça va se passer? Je vais juste prendre 5 minutes pour vous présenter le template. Et ensuite, nos chers invités prendront la parole pour dire un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Au bout de 30 minutes, on arrêtera pour essayer de répondre aux questions. Et puis, si on a un petit peu de temps ensuite et qu'il n'y a plus de questions, on pourra reconstruire jusqu'à la fin, jusqu'à 14h. L'idée, c'est d'arrêter à 14h. Si vous avez envie de continuer à discuter, on pourra de façon informelle, mais officiellement, ça s'arrête à 14h. Voilà. Alors, juste pour donner les noms des personnes qui vont intervenir, comme ça vous pourrez les regarder sur LinkedIn qui ils sont. Donc, on va avoir Emmanuel Morel, Gildas Dorval, Guillaume Blanquet, Pierre Simonin, Lilian Sevoumian. Alors, Florian Verdonc va peut-être me rejoindre, mais il avait un truc sur le feu. Benjamin, je ne sais pas s'il nous a rejoint. Benjamin, si tu veux parler, tu es le bienvenu. Tu peux mettre ta caméra et ton micro si tu as envie. Et Vincent est là. Alors, Noam devait être là et puis il a eu un impondérable, donc ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc, le template du jour, c'est le template qui s'appelle Simple Applicant Tracker, qui est un template juste de gestion des candidatures à des postes. Alors, je vais changer le partage. Alors, comment je fais ça d'ailleurs? Voilà. Vous voyez bien mon écran? Vous voyez le… Ouais, bien. C'est bon? Donc, alors, c'est une table une base extrêmement simple avec trois… c'est bien, merci Guillaume d'avoir mis le lien. 3 tables
une table qui s'appelle Applicant, qui est en fait la table où vont être listées toutes les candidatures. Une table Position, qui sont la table des postes à pourvoir. Une table Interviewers, qui est la table des gens internes qui font les interviews. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît, si vous y arrivez. Et dans cette table Applicant, cette table des candidatures est reliée au poste et sont liées aussi aux personnes qui vont interviewer. Donc, vous voyez ici la relation avec le poste sur lequel la personne candidate. Et puis, vous avez aussi, là, ici, c'est l'intervieweur. Au niveau des vues, pour l'instant, sur les postes, il n'y a aucune vue de fait de particulière, non plus pour les intervieweurs. Et par contre, pour les candidatures, dans ce template, il y a une séparation des informations. Donc, il y a une vue avec toutes les informations, une vue où ils ont juste rassemblé les informations liées à l'interview. Donc, il y a la première partie qui est liée au coup de téléphone et au score lié au coup de téléphone. Et ensuite, les informations liées à l'interview sur site. Il y a les infos des contacts. Donc, ça, c'est aussi, ils ont juste mis ça de côté. Et puis ensuite, avec les deux vues d'après, ce sont les vues juste pour rassembler les candidats par poste. Donc en fait, ça, c'est voilà, ils ont juste filtré par le nom des postes. C'est un petit peu maladroit, mais bon. Et là, il y a une logique temporelle, c'est-à-dire que ne sont affichés que les interviews sur site qui auront lieu demain. Et évidemment, comme ici, nous avons des interviews et un template qui a un certain temps, comme les interviews sont prévues pour février 2020, ce champ est vide. Donc voilà, je vais faire rentrer encore les gens qui arrivent. Mais je vous donne la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer à me suggérer des choses à construire, mais je suis prêt. Je dirais que, donc, bonjour à tous. Moi, je dirais que la première chose que je ferais, c'est déjà renommer les tables, mettre candidat, poste et recruteur. Parce qu'on est en français, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus claires. Alors est-ce que c'est candidat que tu vas mettre ou c'est candidature, d'ailleurs? C'est les candidatures. D'accord. Tu as raison. Ils refont un truc, mais c'est trop simple pour moi, en fait, je pense. Alors, recruteur. D'accord. Excusez-moi, j'espère que ça ne va pas trop ramer parce que sinon, ça va être chiant. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un point pas du tout anecdotique parce que j'ai parfois des clients qui sont un peu perdus face à une base parce que les tables ne correspondent pas aux termes qu'ils utilisent eux-mêmes. Donc, déjà, avoir des termes qui parlent à tout le monde. Alors, ouais, donc d'où l'intérêt de construire les tables avec les gens pour que le wording soit cohérent avec ce qu'ils font en interne. Ça, c'est très clair. Mais le côté candidature, entre candidature et candidat, c'est très subtil, mais c'est important parce que ce n'est pas la même chose, effectivement. Là, on est dans des processus, alors que des candidats, ce sont des gens. Donc, cette logique d'objet, elle est très importante et c'est un concept vraiment à avoir en tête lorsqu'on veut faire du Airtable correctement. Ça, c'est vrai. OK, donc on a renommé candidature, poste et recruteur. Moi, j'ajouterais une table user. Une table en plus. Ouais. Et user, ce serait quoi? Toutes les profils, en fait. Les candidats, donc. Les candidats. OK. C'est quelqu'un le suggérait dans le chat aussi. Ouais. OK. Donc là, bon, on va dire qu'ils ont... on va juste leur mettre un prénom et un nom. Après, moi, je pas... Ceci dit, dans la première table, la candidature, en fait, c'est des candidats qui sont reliés à des différents postes.
Donc, on parle bien de personnes. Oui, ben, disons que en l'état, la table candidature mêle à la fois la personne, le candidat, et son action de candidater à un poste. Donc c'est une table un peu hybride. Est-ce qu'on crée la table candidat ou pas j'ai envie de dire, Je ne suis pas sûr. la question Moi, je pourrait ne se ferai poser. pas. Moi, Ouais. je suis comme Julien, je ne serais pas forcément pour, dans Ouais. le sens où on a des gens qui candidatent à plusieurs offres d'emploi, il n'y en a pas tant que ça. Et si on a une personne qui a candidaté il y a 2 ans, qui recandidate maintenant, ça veut dire, on fait quoi? Il faut mettre à jour ces informations. Enfin, on perd des informations et on ne gagne pas forcément beaucoup de valeur ajoutée dans Et le Guillaume processus. Soto est vrai, c'est-à-dire que tu peux postuler à différents postes avec différents CV aussi. Donc, ça crée une certaine complexité qui fait que de gérer ça dans une table des candidats peut être compliqué, alors que si tu gères ça avec des candidatures, dans tous les cas, tu vas… Enfin, effectivement, dans un premier temps, je ne suis pas sûr que je ferai cette table candidat. Bon, on l'a faite, mais… Surtout, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est comment vont venir les données aussi dans les tables. Et le fait de rajouter candidat va rajouter de la complexité qui n'est pas spécialement utile parce que potentiellement, on postule rarement à plusieurs offres pour une Ouais, même boîte. Donc, c'est intéressant aussi de réfléchir à comment vont arriver les données dans les tables aussi. ouais, Ça, tout dépend du use case. effectivement, si on veut pouvoir synchroniser les informations de candidature et dans candidature, c'est très simple. Tu fais un formulaire et tu peux avoir les candidatures qui rentrent. S'il faut en même temps que tu puisses mettre à jour les candidats, ça ajoute un niveau de complexité et des choses à synchroniser, quoi. Ça oblige à mettre des automatisations qui ne sont pas forcément Exactement. indispensables. Exactement. Voilà. Alors que, par exemple, un formulaire Tally pourrait très bien fonctionner et être directement synchronisé avec la table candidature pour plus de simplicité, quoi. Alors, OK. Euh, Moi, j'avais une petite suggestion sur les postes, rajouter un champ pour dire les postes qui sont live et pas live, pour ensuite pouvoir, dans le formulaire de candidature, pour ne pouvoir sélectionner que les postes ouverts. Vous voyez l'idée? Totalement. Totalement, totalement. Parce que là, on a le position, mais dans les positions, il y en a qui sont ouvertes ou pas, quoi. Donc, c'est ouvert, c'est comme ça, et puis on a un single select pour dire oui, non, quoi. Et donc déjà, on peut avoir une vue où on a juste les… On a juste les postes ouverts. Et ouais. Et si on a les postes ouverts, l'idée c'est que la relation d'application, on peut la filtrer juste au poste ouvert. Parce qu'en fait, quand on a… Ça fait que de toute façon… enfin, je ne sais pas ce que vous en Ça va pensez. prendre en compte que les. Mais sinon, tu peux faire juste un. Si tu veux voir toutes les candidatures pour tous les postes, tu n'as qu'à faire juste une vue. Tu fais un lookup sur le type de poste. Et là, comme ça te permettra de faire une vue filtrée sur les candidatures sur un poste ouvert. Plutôt que de faire directement la relation sur la vue poste ouvert. Un peu plus flexible. Après, les deux se valent, tu vois. Mhm. En fait, Là, j'ai une vue filtrée sur poste ouvert. ouais, mais regarde, retourne dans candidature. Ouais. Voilà, là, tu retournes dans Applying for, dans ton field. Tu veux dire sur lookup? Non, non, là, vas-y, fais customize. Customize. Ouais, excuse-moi. Ouais. Voilà, là, tu vas juste enlever le filtre sur la vue, du coup. Oui. Tu vas permettre toutes les relations, mais tu vas faire un lookup, du coup, sur le statut du poste. Donc là, tu vas faire save. Là, tu vas faire un lookup sur le statut du poste. Ouais, d'accord. Pour afficher le yes no ici. Exactement, ouais. Comme ça, après, tu es plus flexible et tu peux faire une vue. Parce que mon enjeu derrière, c'était de pouvoir faire un formulaire ici
pour lequel les gens ne pourraient sélectionner que… donc, on va virer tous les champs. Ça, tu peux le faire directement dans le formulaire. T'as pas Ouais, besoin c'est ça qu'on va faire. Effectivement, c'est beaucoup plus… T'as pas besoin de le faire dans le champ. Le champ peut garder la flexibilité. C'est tout à fait. Je ne me rappelais plus qu'on pouvait le faire là-dedans, mais effectivement, c'est beaucoup plus intelligent. Donc, vous pouvez faire votre formulaire avec juste le nom, l'email, le numéro de téléphone, et puis peut-être l'attachment. Ouais, même la colonne, enfin le fil numéro de téléphone, je le remettrai en français aussi, parce que là, c'est pas. Ouais, non, là, on est d'accord. Après, tous les champs en français. Hein. Enfin, ouais, je le mettrai en single line text, pardon. Ah oui, alors ça, c'est un point, Ah oui. super important. Ça, c'est pourri en français, il ne faut surtout pas mettre de téléphone. Hein. Ouais, parce que ça change tous les ordres de numéros. Ouais. Ça, c'est très clair. Bon, je ne vais pas me retaper tous les champs, on va pas. juste changer les champs du formulaire. Puisqu'on est sur le formulaire, il y a Guillaume Soto qui avait une question. Il dit que donc lui, il pose beaucoup de questions aux candidats pour faire un premier tri et il se demandait comment gérer ça sur Airtable. Moi, j'aurais envie de dire que ça dépend si les questions sont génériques. Il y a toujours des questions de motivation, de présentez-vous, etc. Dans ce cas-là, on peut les intégrer directement dans Airtable, donc dans les tables, dans les formulaires. Après, si on a des questions qui sont très spécifiques à chaque poste, peut-être qu'il faut envisager d'avoir un formulaire, par exemple un Tally, ailleurs où on stocke ces informations spécifiques et de ne mettre dans Airtable que les informations qui sont communes ou alors de les rapatrier dans des champs qui vont être communs. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Ouais, c'est ça, c'est la complexité en fait et le nombre de champs qui va faire si on le laisse sur Airtable ou si on le met ailleurs pour justement pouvoir les rassembler dans le même champ si c'est vraiment des questions très spécifiques, quoi. S'il y a juste quelques questions, il y a quand même moyen de jouer sur les conditions. Par exemple, il va sélectionner un poste et on va proposer des questions seulement s'il a sélectionné tel poste. Mais c'est vrai que ça, c'est limite. Il y a trop de questions avec trop de spécificité. Ça va être plus complexe à gérer, quoi. Après, on peut faire aussi un formulaire par poste s'il y en a besoin d'avoir des formulaires très différents pour les différents postes. Où là, on peut changer les formulations. On peut avoir, par exemple, un champ de description, mais la formulation va changer pour chaque poste parce qu'on ne demande pas exactement la même chose. Après, ça peut devenir assez lourd si on a beaucoup de postes différents et beaucoup de types d'informations différentes qu'on veut demander. Parce que du coup, on va se retrouver avec énormément de champs et du coup, ça va alourdir un peu l'aspect et devoir gérer énormément de champs différents. C'est parfois un peu lourd même pour le client qui veut parfois se retrouver dans ces différents champs à hide ou pas. Ça devient compliqué, quoi. Aussi faire des vues en fonction de chaque formulaire et masquer les champs que tu n'auras pas besoin aussi. Ouais, totalement. Ouais, mais tu peux le faire en condition, ça. Tu peux masquer, ne faire apparaître les éléments que suivant certaines conditions. Ton formulaire. Ouais, là on est plus dans de l'input, outils tierces. Mais ouais, il y a des. C'est ça, c'est soit en fait on conditionne toutes les questions sur le formulaire directement, soit on prend toutes les datas, on met ça dans la même table et on fait des vues différentes. Après, ça dépend du cas d'usage et c'est lourd de faire des conditions, par exemple sur Tally, toutes les tester et tout. J'ai déjà essayé une fois, je sais pas si vous avez déjà essayé les gars, mais c'est galère des fois. Après, je pense qu'il y a aussi à prendre en compte la manière dont va vivre la base. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a la main sur la base, qui gère un peu tous ces aspects-là, on peut se dire que ok, cette personne-là va créer ses champs conditionnels, ses conditions, etc. Mais s'il y a plusieurs personnes, si tous les métiers potentiellement vont être amenés à bosser sur cette base, à mettre leurs propres offres d'emploi, si la règle est vous créez les champs dont vous avez besoin, vous mettez les conditions dont vous avez besoin, ça va devenir absolument ingérable très très vite. Il y a besoin de 5 offres d'emploi pour que ça devienne hors de contrôle. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Le trop spécifique sur Airtable, c'est pas forcément toujours la place pour le faire. Je suis d'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, il y a le petit formulaire. Donc là, l'idée, c'est que comme on a, donc, comme vous l'avez suggéré plus intelligemment, de mettre le filtre ici directement dans le formulaire. Et donc, dans
le petit formulaire, ne sont gérables, enfin ne sont visibles que les postes ouverts. Et donc, la personne qui gère les candidatures peut être totalement indépendante de la personne qui gère les postes et qui gère le fait que les postes sont ouverts ou fermés. Donc ça, dans la logique de collaboration, c'est intéressant puisque c'est peut-être pas les mêmes personnes qui gèrent ce genre de choses. Au niveau de… qu'est-ce que vous pensez des logiques de mettre à disposition une vue pour jouer pour les gens? Moi, j'en mets quasiment systématiquement. À chaque fois, j'ai un truc qui s'appelle filtre avec une petite tick marque. Parce que les gens, ils ont toujours envie de jouer avec ils ont toujours envie de faire des filtres. Et si on ne leur met pas ça à disposition, généralement, ils vont toucher des choses qu'ils ne devraient pas toucher. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ouais, tu veux dire une vue un peu pour que les gens puissent aller tester des filtres et tout? Voilà, un bac à sable, quoi. Le bac à sable que même toi, en tant que gestionnaire de la base, tu vas utiliser parfois pour aller regarder des trucs. Je dirais que c'est une bonne pratique, mais qu'aujourd'hui, ce genre de choses doit être fait avec les personal views, donc les vues personnelles qui ne sont visibles que par la personne. Donc ça, c'est quelque chose à communiquer assez clairement, cette différence entre vue personnelle, vue partagée, dire faites-vous une vue, voire plusieurs comme vous voulez, personnelle où vous allez modifier tout ce que vous voulez, mais les vues communes, on ne s'amuse pas à changer les filtres 3 fois par jour. Et je mettrais, moi, tu sais, de plus en plus, je mets des sections aussi. Avec parce que bon, là, des fois, tu as des vues qui vont servir pour des automatisations. Et là, ça Et va. tu as quoi comme type de section, par exemple? Par exemple, là, tu n'as qu'à mettre une section, je sais pas, T'as quoi? Dis-moi, backlog, c'est-à-dire toutes les vues un peu. Dedans, tu mets des vues, justement, la vue filtre, ta vue le filtre, tu peux la mettre là-dedans. Ok. Donc là, ça va permettre, ici, c'est pour les gens qui veulent créer des vues qui ne seront pas forcément utiles pour tout le monde, qui ont besoin de faire des tests. Voilà, au moins, on sait que là-dedans, c'est des vues qui n'ont pas d'impact, en fait, sur sur l'utilisation de la base. Parce qu'une vue, quand on est assez avancé sur la table, elle peut servir aussi pour des automatisations, elle peut servir pour plein de choses. Et il y a certaines vues. Moi, je fais généralement aussi une autre section qui s'appelle admin, par exemple, ou une section carrément qui s'appelle automatisation. Et des fois, je fais même des sections où il y a marqué en gros ne pas toucher, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ah bah oui, la section de ne pas toucher automation, elle est classique, quoi. Tout le monde l'a fait. Mais Je confirme. c'est vrai que, Pierre, tu disais, quand tu as des missions où tu peux avoir des comptes vraiment pour les admins, pour tout le monde, bah, tu peux avoir l'admin qui a toutes ses automatisations dans un coin et que personne ne voit. Mais je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de clients où on n'a pas du tout le même nombre de comptes et le même nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est… Voilà. Oui, après, donc les vues personnelles, quand il y a un admin, c'est bien. Après, quand il y en a plusieurs, j'ai un client, il y a 60 users sur la base, on est 5 admins à gérer ça. Voilà, il faut forcément passer par les vues collaboratives. Après, Airtable est pas mal. Il laisse vraiment la possibilité de bloquer certaines choses, de bloquer les filtres, de bloquer qui peut éditer les champs, etc. Je ne m'en sers pas forcément toujours sur toutes mes missions, mais c'est vrai que quand on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, c'est quelque chose qui est hyper précieux. Je pense qu'on pourrait aller un peu plus, il pourrait aller un peu plus loin dans ce qui est proposé, mais ça permet déjà de faire pas mal de choses et de bien sécuriser pour typiquement faire en sorte que la vue qui va conditionner la moitié de mes scénarios Integromat n'aille pas sauter parce que quelqu'un ne savait pas trop ce qu'il faisait, quoi. Donc, pour info, hein, si vous voulez bloquer une vue, c'est très simple. Hein, vous allez là, et puis au lieu de mettre… donc là, soit vous sur les collaborations, c'est visible par tout le monde. Personnel, c'est vu par une seule personne, vous. Et lock, c'est là où si vous mettez lock, il faut dire pourquoi vous voulez bloquer. Alors ça, c'est un message pour les autres. Et puis, une fois que c'est bloqué, les gens peuvent… on peut rien toucher, quoi. On se ferait pas une petite vue Kanban, là, pour un peu voir le pipe du candidat D'accord, très bien. Très bien. Alors moi, C'est une question que je me pose. Est-ce que vous utilisez… Parce qu'il y a la logique de voir. Donc ça, c'est la logique de voir avec les vues. Mais il y a la logique d'action. C'est vrai que moi, je fais très peu de vues autres que des… Donc, ce sont quoi, le stage, par exemple? Ouais, total. Ouais. Pipeline de la candidature. Voilà. On a besoin de voir rapidement parce que là, tu peux déplacer des cartes. C'est un peu comme Trello. Tout le monde connaît Trello, tout ça. Et ce qui est pas mal. Mais je me pose la question parce que généralement, dans les gens qui travaillent dans les bases,
ils modifient plus d'une information à la fois, généralement. Tu vois, ils vont pas juste changer un statut, ils vont changer un statut et puis ils vont rajouter de l'information. Et le problème, c'est que ces vues autres que grid, finalement, elles ne font bouger qu'une variable. C'est-à-dire que tu vas bouger juste un statut ou juste. Et Ah donc, non, ça fait que. tu vas cliquer sur le record de façon plus simple en plus. Parce que là, regarde, par exemple, là, RIN, machin, là. Ouais, Décision needed. Imaginons, là, tu veux changer des infos sur elle. Voilà, tu cliques, clac, 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 tu fais ouais, toutes les modifs. Et après, tu la déplaces de gauche à droite. Des fois, en fait, ça te ouais, c'est permet à vrai. la fois d'éditer, ça te permet de voir aussi, parce que là, tu vas pouvoir customiser la carte et voir là les informations que tu veux Ouais. tenir d'un Ici, côté. effectivement, on peut se baser sur d'autres types d'informations. Typiquement, si on veut les informations Hum, de la personne, voilà, on a son numéro de téléphone et Voilà. Tu vas voilà. pouvoir déplacer, donc changer un statut de façon plus rapide et tu vas même pouvoir cliquer. Et ça va beaucoup plus vite que si tu faisais tout ça sur une vue grid. La vue grid, il faut aller chercher le petit symbole pour aller ouvrir le record, alors que là, on l'ouvre plus Alors, facilement pour aller poser alors ses non, vous pouvez ouvrir en tapant sur espace. Si vous tapez sur espace, vous ouvrez record. Merci. Ouais, mais j'ai pas mal de clients qui ont du mal avec les raccourcis clavier. Ouais, Et Pas toujours, hein. mais je suis d'accord. et puis va chercher la colonne tout à droite aussi, tu sais, genre Bien sûr, bien mettre sûr. ta souris en bas là et Et, et par rapport à cet usage des vues, est-ce que, par exemple, une vue Kanban, pour vous, c'est quelque chose qui est utilisé par une personne qui doit faire une tâche particulière ou, parce que ça revient à la question de Pierre de tout à l'heure qui est très intéressante sur, selon qu'il y a une personne qui gère l'information ou plusieurs, finalement, la structuration des vues peut être très différente. Euh, Est-ce que vous faites beaucoup de vues Kanban et dans quel cadre, par exemple? Ça m'intéresse. Moi, il y a un cas de figure que j'aime bien pour les vues Kanban, c'est les vues de type modération. Je récupère des infos et je dois les catégoriser dans une catégorie ou une autre. Par Ouais, exemple, j'ai un client e-commerce qui récupère ouais. automatiquement via les API des nouveaux produits. Et en gros, ces nouveaux produits, il doit les modérer pour dire celui-là, non, j'en veux pas, celui-là, oui, je veux le commercialiser, celui-là, etc. Donc, ça permet de vite pouvoir catégoriser parce que sur ces nouveaux produits, il y a une photo, il y a une description. Donc, il sait tout de suite de quoi ça parle et il a juste à glisser, déplacer. C'est assez pratique. Après, Guillaume Soto disait que les Kanban, c'est pratique pour les gens qui ne sont pas très à l'aise. On comprend de quoi ça parle, on arrive à s'y retrouver. Et c'est le genre de vue un peu visuelle qui motive les gens à utiliser Airtable. Je suis assez d'accord avec les deux. Théo Lefort dit que c'est un peu dangereux à cause de la possibilité de se tromper dans le choix du statut ou de la carte. Je ne suis pas sûr de comprendre. Alors, je pense que ce qu'il veut puis- dire, c'est que quand tu vas créer la vue Kanban, tu peux te tromper peut-être, tu sais, sur le stacking du coup en haut là. Ou peut-être que c'est assez facile de déplacer une carte de gauche à droite et donc ça peut peut-être créer des erreurs, effectivement. Après, en fait, de toute façon, quand tu partages ta base, euh, après, si tu vas donner certains accès, là, cette vue-là, elle peut être utilisée que en locké ou que, par exemple, en personal view. Selon les collaborateurs, en fait, ils auraient peut-être pas cette vue-là, en fait, ça dépend. Mais si quelqu'un est amené à devoir faire des changements dans le pipe, bah là, il peut très bien faire cette vue-là. Parce que là, Et on l'a mis après, en collaborative, mais après, le choix de la vue Kanban, elle est aussi vis-à-vis du volume d'information. Parce qu'il y a un Kanban où il y a 50 records dans chaque colonne, et ça devient illisible et on n'arrive plus à rien voir et c'est difficilement gérable. Donc, il faut que le Kanban soit utilisé sur des faibles volumes pour que ça soit vraiment compréhensible et utilisable par le client. Clairement, et il ne faut pas vouloir trop en mettre non plus dans les champs. Des fois, on a des Kanban avec 15 champs qui sont affichés. Ça devient lisible, il faut vraiment aller à l'essentiel. Après, pour répondre au sujet du risque d'erreur, j'ai envie de dire que les risques de fausse manip dans Airtable, on en a partout. On en a les Kanban, on en a dans les grids. C'est très facile de supprimer un record ou encore plus facile d'ajouter un record vide parce qu'on a appuyé sur le plus en bas de ligne. Ça, c'est des choses, enfin, il faut de la formation de toute façon côté utilisateur. Après, Théo précisait que ça peut être facile de lancer involontairement une automatisation qui serait basée sur le statut. Effectivement, il y a régulièrement des automatisations qui sont basées sur le statut. Et si les gens manipulent ces éléments-là, enfin manipulent les cartes sans forcément trop savoir ce qu'il y a derrière, ça peut créer des soucis. Après, là, c'est des sujets de toute façon d'architecture de la base.
je veux dire que ce n'est pas inhérent au Kanban. On peut avoir le même problème avec les grids, quoi. Et pour revenir à ce que disait Vincent sur le comment, le fait qu'il ne fallait pas trop de données, c'est important justement de se projeter dans l'avenir sur qu'est-ce qui va se passer plus tard. Parce que quand vous avez des utilisateurs qui ne sont pas, on va dire, très habiles avec le numérique et que vous devez les former à un type d'outil ou à un type de vue, si vous les formez à une tâche particulière dans un cadre et qu'au bout de 2 semaines, finalement, c'est inutilisable parce qu'il y a trop de données, c'est un problème. Donc, les limites des configurations que vous utilisez, il faut vraiment les mettre en perspective de qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois. Et c'est vrai que c'est important lorsqu'on fait du Airtable parce que les données vont augmenter et la complexité va augmenter. Ouais, totalement. Mais si on devait revenir à la construction même du Kanban, le premier truc que je fais, c'est clairement j'enlève les photos. Parce que ça Ouais, revient c'est à vrai. ce qu'a dit Pierre, mais ça prend beaucoup trop de place et il faut laisser de la visibilité. La visibilité. Information. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord. J'enlèverais Ah ouais? l'adresse mail, le numéro de téléphone, mais pour moi, la photo, c'est le truc dans le Kanban qui permet de se repérer hyper rapidement visuellement. Après, ça dépend de quelle figure. Des fois, il y a des photos qui sont purement illustratives et qui servent pas à grand-chose. Mais des fois, quand on manipule des entreprises, avoir le logo, quand on manipule des gens, enfin, on manipule des gens, bref. Quand on a des gens dans la table, avoir la photo, ça permet de se retrouver tout de suite. On n'a même pas besoin de lire le nom, on sait de quoi on parle. Voilà. Après, là, c'est effectivement des photos qui ne représentaient pas grand-chose. Mais virer de base la photo, je ne suis pas forcément d'accord. Ouais, mais dans le cas-là, ça va être, on va mettre quoi, la photo du CV? Je suis pas sûr qu'en petit comme ça va donner Ouais, grand-chose. le CV, c'est pas tout à fait. Sur le CV. Alors là, il y a la Ah, tête de la ouais, personne. La tête de la personne, ça peut être intéressant. Parce que là, c'est la tête de la personne en l'occurrence. ouais, enfin, on fait pas trop ça dans des, dans Ce des qui, job applications, quoi. ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est du coup le premier champ de savoir est-ce qu'on ne ferait pas une formule pour récupérer des infos et pas uniquement mettre le nom de la personne. Totalement. Ouais. Oui, le premier champ, ça c'est un point important sur Airtable, donc c'est bien de Du coup, l'aborder. ça permet vraiment de réduire la carte et d'avoir éventuellement Absolument. juste le poste et la personne sur la carte. Et du coup, dire est-ce qu'on lance les entretiens effectivement maintenant ou pas et avec des statuts changés, du coup, avec le Kanban, pouvoir changer de façon simple avec juste une petite information, quoi. Et ça revient à notre histoire que ce n'est pas des candidats, mais c'est des candidatures. Donc, si on veut la caractériser, c'est bien d'y mettre effectivement le nom du candidat, mais aussi la date, par exemple, d'application et puis le Totalement. poste. Après, Donc, là, on a fait un Kanban sur un peu toutes les datas, mais rien n'empêche de la filtrer. Sur, par exemple, là, je vois qu'il y a un statut, un phone interview score, par exemple. Il y a un autre truc qui s'appelle on-site interview score. Et donc, tu pourrais faire 1, 2, 3 Kanban, peut-être avec les candidats, entre guillemets, les plus qualis. La vue un peu que tu vas regarder en premier, puis après, une autre vue Kanban avec les candidats qui ont un autre score. Et du coup, ça allégerait un peu le nombre de... Oui, oui, effectivement, ça peut être un point par rapport à ce que disait Vincent, sur le fait qu'on peut soulager des Kanban en faisant Kanban 1, Kanban 2, Kanban 3, quoi. Voilà, et sinon, après, ça peut être aussi, par exemple, parce que comme sur les Kanban, on veut peut-être travailler avec de la donnée qui bouge rapidement, ça pourrait être sur comment dire, la date. Là, tout à l'heure, tu avais un truc où c'était Tomorrow's On-Site. Tu pourrais Ouais. bien faire la même chose sur phone interview dans 2 Oui, semaines. du prochain mois, parce que c'est ceux qui vont être dynamiques dans le prochain mois, effectivement. Voilà, et là, en fait, ton Kanban, je trouve, il est encore plus pertinent parce que du coup, Ouais. tu as très peu de données et voilà ce que je ferais, moi, sur un... Alors, il y a l'histoire du délai de traitement, on va le voir juste après. Effectivement, c'est un très bon point. Donc, je vais terminer juste l'histoire de la vue primaire donc là, j'ai copié juste le nom. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. Et puis là, au lieu d'avoir un single select, on va faire une fonction. Et on va y mettre. Alors, quand vous faites ça, il faut vraiment se réfléchir à qu'est-ce qui caractérise finalement la candidature. Donc, ce qui caractérise, c'est évidemment le nom. Et puis, ça peut être la date. La date de. Alors, il n'y a pas de date de. Le poste avant ça.
Ouais, le je post. dirais. Alors, applying for, c'est ça. Par contre, là, il va peut-être pas aimer. Parce que là, il va m'afficher Non, il va pas t'afficher le record, il va t'afficher ce qui a le code, marqué. non? Non, non, il va Non, t'afficher. non, il va afficher le nom, mais tu vas avoir besoin de guillemets là, sur ton. Par contre, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Et donc ensuite, on a la date. Est-ce qu'on a la date ou on n'a pas la date d'apply? On a la date. Bon. Donc la date d'apply, c'est très simple, c'est juste la date de création. Donc, on a juste à utiliser le champ d'application de created. Moi, je ferais d'abord une formule pour reformater parce que là, quand tu vas l'utiliser dans ta formule, Mais je vais le reformater directement dans la formule. ouais. Enfin, là, il est là. D'ailleurs, euh, En pourquoi il est fait, là? si tu as besoin du date, tu pourras le mettre tout dans la première colonne, hein, au pire. Même la date de date Ah oui, apply. avec le. Ouais, mais la première colonne, le created date, il va servir à des choses. Notamment, de ce que disait c'est le côté délai de traitement. C'est intéressant de pouvoir jouer avec les dates. C'est un truc sur la table qui est super puissant, je trouve, le côté de jouer avec les dates pour prioriser les tâches, notamment. Euh, Juste un point de détail, c'est que je ne comprends pas toutes ces dates, tous ces outils qui utilisent juste un champ monolithique pour le nom. Moi, je mets toujours prénom, nom. C'est quand même beaucoup plus flexible en termes de traitement, ne serait-ce que pour personnaliser un email, etc. Quand on a un nom complet, on ne sait pas trop quoi en faire. ouais. Et c'est hyper lourd derrière à retraiter. Bien, chef, on va faire ça. Donc là, on utilise le data format pour mettre un format plus adapté. Je crois que c'est bon. Et Alors, donc là, on a quelque chose qui caractérise correctement notre. On va peut-être mettre peut-être un petit slash. des slash pour que ce soit plus agréable. Même si je ne sais pas si ça peut avoir des impacts après. Voilà. Donc vous avez la personne. Alors, on va faire ce que propose notre cher ami. C'est qui a parlé? C'est Pierre, je suppose. Donc on a prénom et à côté le nom. D'ailleurs, non. Tu sais que moi, je deviens vraiment maniaque. Tu sais que Oui. maintenant, par exemple, quand je fais des. Là, par exemple, j'ai une base où typiquement, hein, c'est un formulaire et puis ça rentre. Et en fait, comme les gens ne remplissent jamais, tu vois, comme il faut les formulaires, enfin, au niveau de l'orthographe, par exemple, certains vont mettre un espace puis leur prénom, ou d'autres vont mettre leur prénom mais pas une majuscule en premier. Il y en a, ils vont mettre des majuscules dans leur mail. Et maintenant, Ouais. Ouais, juste un point, pour couper, vous êtes d'accord, il faut utiliser les fonctions right and left et les search. On ne peut pas faire mieux, plus rapide que ça. Ah ouais, là, tu es sur une formule complexe parce que s'il y a un nom composé, là, tu vas galère. Là. Ah oui. C'est pour ça que je dis. Après, c'est pas obligé de le faire maintenant, mais ce que je dis, c'est que, Ouais, en fait, c'est dans l'input directement, dans le formulaire, il faut avoir on est prénom d'accord. et nom. Parce qu'une fois qu'on a cette chaîne de noms complets, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut jamais être totalement sûr que c'est pas inversé, que s'il y a 3 mots, est-ce que c'est un prénom composé, est-ce que c'est un nom composé? Ouais, et du coup, dans mes Ah, j'ai automatisations, cassé. maintenant, ce que je fais, c'est que dans les inputs qui vont donc sur Airtable, à chaque fois, je fais un lower sur le mail pour qu'à chaque fois, les mails soient écrits en minuscules. Et à chaque fois, je fais un upper sur le prénom et et un upper sur le nom. Enfin, pas un start case, pardon, sur le prénom pour avoir la Hmm. première lettre Zut. et un upper sur le nom. Et voilà. Et il y a un module qui est pas mal qui s'appelle phone number dans Make. C'est un built-in app. Et là, même le numéro de téléphone, en fait, je le reformate. Euh, voilà. Et comme ça, tu as une base de données qui est tout le temps clean, propre. Donc, ce que tu dis, Lilian, c'est que tu fais beaucoup de formulaires type Tally pour les pré-traiter avant de les mettre dans Airtable, c'est ça? Tu utilises Ouais, moins les formulaires Airtable. ouais, en gros, quand je fais de l'intégration où c'est un utilisateur externe qui va fournir de la donnée, donc généralement, c'est pas un formulaire. En fait, dans mes formules sur Make, chaque fois, je vais reformater la data avant qu'elle arrive dans Airtable. Où en fait, par exemple, typiquement, ça va toujours mettre la première lettre du prénom en majuscule.
ça va toujours mettre le numéro de téléphone, même s'il écrit correctement son numéro de téléphone. Par exemple, il écrit 06 07 sans espace. En fait, avec le module phone number de Make, tu peux reformater n'importe quel numéro en 06 espace, 07 espace, etc. Ça, c'est hyper pratique. Sans faire de regex, du coup. Voilà. La formule pour majuscule au prénom, c'est start case. Du coup. Mais ça, c'est sur Make. Là, je parle sur Make, hein. Ouais, je parle sur Make. Sur Airtable, je ne sais plus c'est quoi. Ça doit être upper, first, ou un truc comme ça. Au niveau des fonctions? Ouais, mais du coup, ça t'oblige à créer une formule, tu vois. Oui, elle va être compliquée. Ouais. Alors qu'avec Make, au moins, là, tu l'as fait direct et tu n'as pas besoin de rajouter une formule dans ton. Voilà. Est-ce que les gens qui n'ont pas trop parlé ont des idées ou des suggestions Ouais, pareil, Martial, moi, c'est ça. Je mets première lettre du prénom en majuscule et nom en majuscule. Tout le temps. Et le mail en minuscule tout le temps. Moi, ce que j'améliorerais peut-être, c'est les vues pour avoir un semblant de process, en fait. Ouais. Avoir une première vue avec toutes les nouvelles candidatures, comme ça, on sait que c'est celle-là qu'il faut vérifier. Et on filtre, du coup, sur le statut qui est vide, j'imagine. Bonne question. Au niveau des stages? Ouais, avoir une vue qui... Ah ouais. Oui, en fait, ça, tu as celles à traiter, celles qui sont traitées, l'interview est OK. Et... Ouais, en fait, au début, c'est decision needed, je suppose. Non, moi, je pense que là, c'est dans l'ordre et je pense que le premier statut, en fait, c'est vide. C'est nouveau candidat? Ouais, après, ça dépend d'où vient la donnée, quoi. Si elle vient du formulaire Airtable, il faut faire une automne. Mais oui, ça on dépend. peut le faire pour le coup. Ça dépend, parce que tu peux aussi mettre le formulaire à des endroits où il est pré-rempli avec le champ de stage à nous candidats. Ouais, depuis peu, on peut cacher le champ et le pré-remplir. En plus le cacher. Voilà, ça peut être possible de faire ça. Moi, j'ai une question. Dans les vues comme ça, vous n'utilisez pas beaucoup les groupes by. Vous pourrez très bien faire des groupes by statut. Ouais, par poste et par statut. Après, ça dépend vraiment de qui va utiliser la base derrière. Mais effectivement, ouais. Dans All Applicants, typiquement, je mettrais ça, bien. Je pense que c'est très lié justement au nombre de personnes qui vont utiliser le système. Moi, la tendance que je vois, c'est que plus il y a une personne qui. Quand c'est une personne qui gère et qu'elle a l'habitude notamment d'être sur Excel à gérer tout en même temps, elle va avoir tendance à vouloir tout sur une même vue et donc de faire des groupes by par statut et ça va l'embêter d'avoir différentes vues. Et s'il y a plus de personnes, c'est là où il y a des vues, plus de vues. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi les réactions des gens quand vous leur coupez leur grand Excel en différentes vues? Ça dépend. En vrai, les groupes by, ça peut être utile des fois. Moi, j'utilise très peu. Parce que généralement, tu fais des vues en fait, pour voir tout de suite la donnée en fait, que tu as besoin de voir, filtrer, du coup. L'autre case, c'est quand on a besoin d'agréger en fait, de la donnée. Par exemple, je sais pas moi, une table. Tu pourrais très bien faire en fait tu fais un chiffre d'affaires, tu veux l'agréger par semaine ou par mois. Tu peux très bien le faire sur une seule table avec des vues groupées. C'est pas très pratique. Ou tu peux créer une autre table et voilà. Donc c'est les deux. Ça dépend du client en fait. Généralement, les clients ils préfèrent une table pour agréger la donnée ailleurs. J'utilise beaucoup les vues groupées. Je trouve ça hyper pratique, à la fois parce que ça nécessite du coup pas d'avoir une vue par groupe, ce qui peut être très très lourd quand on a beaucoup de groupes et que ça varie beaucoup. Et en même temps, parce que c'est vrai que les fonctions qui vont sommer ou faire la moyenne, etc., des données d'un champ sur un groupe sont hyper pratiques. Justement, pour le chiffre d'affaires, moi, je gère comme ça. Mon chiffre d'affaires, je le suis dans Airtable. Et mes déclarations URSSAF, je sais ce que j'ai à déclarer parce que je vais juste sur mon groupe du trimestre en cours et je sais exactement combien j'ai encaissé. Quoi. Donc, tu as des groupes comme ça comme ça, c'est-à-dire, c'est ça que tu veux dire? Ou alors, non, pas que par des stages, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le mois ou…
Parce que tu veux, je groupe pas forcément par statut, parce que pour les statuts, c'est les Kanban. Après, ça peut aussi avoir du sens d'avoir une grille de grouper par statut. Mais là, typiquement, je ferai des groupes par poste. Ce qu'a dit c'est intéressant sur le fait que quand vous avez des single select, c'est important de les mettre dans l'ordre parce qu'effectivement, dans vos commandes, ça va être dans le même ordre. Donc là, j'ai fait un petit peu le bourrin, mais il faut effectivement avoir un ordre. C'est important de mettre le bon ordre dans vos listings de façon à avoir le même ordre au niveau des gros buys et tout ça, quoi. Oula. Ouais. On n'a pas parlé. Attendez, excusez-moi. Ouais. Moi, j'ajouterais, il y a un truc que j'ai fait, mais ça marche, c'est intéressant, surtout quand il y a beaucoup de candidatures qu'on veut traiter d'un coup. Par exemple, si on va organiser beaucoup d'entretiens d'un coup, c'est une vue calendrier où on va filtrer sur, je sais pas, toutes celles qu'on a mis éligibles. Et après, on va pouvoir les placer comme ça sur un calendrier et préparer des rendez-vous. Alors, ça dépend vraiment du case, hein, parce que Vous utilisez la vue calendrier, vous? Enfin, il y a beaucoup de cas, vous utilisez calendrier ou pas? Moi, j'utilise très peu parce qu'on ne peut pas afficher beaucoup d'informations sur cette vue si ce n'est juste la clé primaire du record. Je trouve ça limité, c'est dommage. Par contre, la vue timeline, j'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est quand même, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'on peut glisser du coup, si les dates ne sont pas encore affectées, qu'on peut du coup, en glissant le champ de droite, là, par exemple, ton Julien, là, tu peux l'intégrer directement dans le calendrier, ça va affecter la bonne date. Sauf que le critère qui va décider que tu vas mettre dans telle ou telle case, en fait, comme disait Lilian, il y a peu d'informations. Donc, soit tu les mets un peu au hasard parce que tu as des trous. Sinon, c'est difficile. Je ne sais pas si on peut colorer les participants selon certains critères, peut-être. Oui. Ouais. En faisant ça, effectivement, on peut avoir une grille de lecture qui va faire que, par exemple, je ne sais pas, tu veux avoir par jour 3 bleus, 4 rouges et 2 verts. Bah, tu vas pouvoir aller les glisser aux bons endroits et voir qu'ils ont les couleurs. Donc, tu vas pouvoir aller vérifier que tu as les bonnes typologies de personnes pour chaque jour. Tu peux regarder, Julien, quand même, au niveau du filtre, on doit pouvoir aussi filtrer les infos. Au niveau du filtre, attendez. Tu peux du coup sélectionner, par exemple, les personnes qui sont à tel état de leurs entretiens, savoir s'il faut fixer un nouvel entretien ou pas. Ouais, c'est ça, mettre un filtre statut pour que ça t'affiche que ceux qui doivent être placés, quoi. C'est ça. C'est ça. Oui, je vois l'idée. Ouais. Parce que du coup, même de la même façon, à droite, là, il y a marqué Final Record et donc tu as différents statuts, soit avec date, soit sans date, ou l'ensemble Si par exemple, tu prends tous ceux qui n'ont pas de date pour je sais pas, pour le call, mais qui sont à un statut où ils doivent aller prendre un rendez-vous de call, effectivement, si on enlève ça par exemple, bon, c'est. Je suis désolé. Je pense que pour la prochaine fois, il faudra mettre plus de data parce qu'on n'a pas cette data pour jouer avec. Je pense que c'est intéressant. C'est un truc que je note pour la prochaine fois. Après, sur l'utilisation de la vue calendrier, moi, comme les autres, je ne l'utilise pas énormément parce qu'il n'y a pas forcément énormément de cas d'application qui s'y prêtent. Mais il y a quand même des fois où c'est hyper puissant. J'avais fait, par exemple, pour un établissement d'enseignement supérieur, un script qui générait la semaine type dans l'agenda, donc avec les classes, les disponibilités des enseignants, etc. Et donc, il fallait avoir la vue semaine. Mais à partir de ça, ils avaient donc tous les créneaux qui étaient affichés, une couleur par classe pour ne pas les mélanger, et directement, ils pouvaient déplacer les créneaux dans leur semaine pour adapter leur calendrier. Et ça, sans la vue calendrier, c'est absolument cauchemardesque. Et là, ils avaient une interface vraiment utilisable, quoi. Timeline ne te permettait pas de faire ça? Probablement. Après, honnêtement, à l'échelle d'une semaine, je ne sais pas. Le calendrier sous forme de semaine comme ça me semble plus simple, plus intuitif et plus compact aussi. Parce que sur toute une semaine, ça peut être assez long. Bien sûr.
En plus, tu peux virer les week-ends, je crois. On peut pas virer les week-ends. Il n'y a pas une histoire. Ouais, il y a moyen, oui. Je ne sais plus. Ouais. Il y a une histoire de 5 jours ou 7 jours. Ah oui, c'est là, non? Collapse Oui, week-end, ouais. c'est ça. Voilà. Ok. Donc, Après, sur les autres tables, dans l'onglet recruteur, on aurait pu aussi faire des vues spécialement dédiées par recruteur si on a plusieurs recruteurs dans la boîte pour que chacun gère son vivier de candidats. à l'échelle du. Non, où de tu la- es, Julien, là. des candidatures. Tu veux dire ici? Non, je suis directement dans Recruteur. Je crois qu'elle parlait dans Recruteur directement. Hein. Tu Mais- fais d'autres grids spécifiques par recruteur. Et du coup, tu peux ramener des infos du poste et éventuellement Et des candidatures. des candidatures. J'allais dire la même chose que c'est-à-dire que là, on commence à arriver dans les cas d'utilisation où interface est le plus adapté. C'est-à-dire que si je fais une page du recruteur, je peux mettre une grille des postes dont il s'occupe, une grille des candidatures dont il doit s'occuper. Si je fais une page des postes, je peux mettre la grille des candidatures. On peut aller faire des choses assez poussées et fusionner intelligemment des données de plusieurs tables, ce qui est assez difficile à faire dans l'interface, dans Airtable directement. Ouais, moi, Voilà. j'utilise pas mal les interfaces aussi, du coup, pour grouper les infos. D'autant plus qu'il y a des avantages de capacité à filtrer les infos si on gère bien les liens entre ce qui est représenté et puis les filtres. Bon, juste avant, comme Pierre, tu mets un pied dans ce que tu veux nous montrer à la fin, qui est un cas avancé de ce truc-là, il y a une question d'Élise concernant la structure de la base. On aurait pu séparer la table candidature et la table suivi des interviews avec un type d'interview phone et on-site. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Là, on a des interviews différentes qui représentent des champs différents dans la table des candidatures. Si on veut changer le process pour tout ou pour un seul type de poste, c'est l'enfer, alors qu'avoir une table des interviews qui soit un peu plus flexible et qu'on va aller lier aux candidatures, ça permet plus de flexibilité, plus de suivi d'historique. Après, c'est tout l'enjeu de savoir aussi, est-ce que tu es au clair sur combien d'éléments, combien d'interviews tu vas avoir par recrutement. Et effectivement, parfois, tu peux en avoir 2, parfois tu peux en avoir 3 parce que c'est indécis. Donc, lorsqu'il y a une incertitude et qu'on peut avoir un nombre un petit peu important, c'est très clairement très bonne remarque d'Élise que personne n'avait suggéré d'ailleurs. Donc, c'est beau. C'est bien. Ouais, tout à fait d'accord. Le fait d'avoir l'idée de faire une table, en fait, finalement, des interviews avec une liaison à la candidature, finalement, parce qu'une candidature, il va y avoir plein d'interviews particulières. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une relation aux candidatures qui soit une de ce côté-là, one, et par contre, du côté des candidatures, être sûr que ce soit une relation one-to-many, mais ce sera une relation one-to-many dans tous les cas là. Voilà, c'est clair. Voilà. Et donc, ça veut dire que associé à une candidature, vous pouvez aller créer différentes interviews. Une interview 1 parce que c'est interview RH. En plus, vous pouvez avoir le type d'interview. Vous pouvez enrichir les informations que vous avez liées à cette interview. C'est ce qu'on disait, quoi. Interview avec un type RH. Moi, une interview RH. Et puis ensuite, interview manager, par exemple. Oula, zut, excusez-moi. Pour répondre à Martial, alors le on-site phone, c'est pas exactement un statut, c'est un type ou une catégorie d'interview. Le statut, ce serait plutôt à planifier, réaliser ou annuler, etc. Pour répondre à Guillaume, peut-on créer automatiquement un record phone? Donc j'imagine une interview de type phone quand on crée un record nouvelle candidature. Ça se fait facilement avec des automatisations. En haut à droite, il y a les automations qui permettent de faire ça
sans souci. Un petit point aussi, puisque généralement, lorsque vous avez une candidature, vous allez peut-être créer directement les interviews d'ici. Ça peut être intéressant, justement, alors là, à l'occasion, d'avoir une vue dans l'interview qui soit vide, de façon à directement avoir une case vide ici. Parce que parfois, pour les gens, c'est un peu ennuyeux d'avoir tout le listing des interviews déjà faites. On peut vider ça en reliant cette colonne à une vue vide. Enfin, moi, c'est des choses que je fais parfois. Je ne sais pas si les gens aiment bien ça de votre côté. Je ne connais pas cette solution-là. Si tu peux approfondir un peu, juste rapidement. C'est juste, tu fais une vue vide ici. Ok, tu relis à ta vue vide. Et tu fais une vue qui va mettre, qui va dire, bon, là c'est un champ, on va supposer qu'il y a des noms empty. Et donc, si tu mets, on va dire que si tous tes trucs sont créés, tu prépares ton truc, Pierre, pour le montrer? Je suis dans les starting blocks. Ok, je montre juste ce truc-là. Et l'idée, c'est que là, si vous filtrez par rapport à, vous mettez votre grid 2, là, qui est une grid vide, finalement, la personne ne peut que créer des nouveaux records. Elle peut pas. Super. Et donc ça permet parfois de limiter les risques que les gens relient des choses qu'ils ne devraient pas relier. Voilà. Ouais, mais de toute façon, après, c'est dans l'ordre des process aussi, parce que normalement, la personne, elle va créer une interview dans la table interview. Enfin, si on part de la logique, ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien qui se baladent. J'en connais vraiment des gens qui sont dans les fiches, qui restent dans les fiches et qui passent de fiche en fiche juste en cliquant sur les trucs, quoi. Comme ça. C'est des gens avancés. Moi, c'est mon cas, hein. Je reste sur une fiche et je vais aller travailler sur toutes les tables, mais pour un utilisateur un peu lambda, ça peut être... détrompe-toi, justement. Je connais des gens justement qui aiment bien les fiches et qui ne sont pas avancés. Je sais pas c'est pas les plus avancés qui aiment bien les fiches, hein. Enfin, de mon expérience. Ouais, en fait, à partir d'une seule fiche, d'aller retrouver toutes les infos et d'aller en profondeur, je pense que j'en ai aussi qui utilisent ça comme ça. Directement à partir d'une seule fiche de départ. C'est beaucoup plus pratique, ça va plus vite, hein. C'est clair. J'avoue que j'utilise très très peu les fiches. Ah ouais. J'utilise beaucoup plus les interfaces maintenant qui permettent de faire ce que font les fiches, mais de manière plus personnalisée dans l'affichage. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur un truc. En fait, le fait d'avoir créé Interview maintenant, là, ça montre bien aussi tout l'intérêt de faire un vrai schéma de sa base quand on la construit et de savoir est-ce que c'est une information unique par rapport à un sujet donné ou est-ce qu'il va y avoir plusieurs informations par rapport au sujet abordé. Tout à fait, c'est important de faire un ERD, donc un Entity Relationship Design, on appelle ça, et vous pouvez utiliser Whimsical. Je mets le lien. Je pense que tout le monde connaît Whimsical. Tu veux mettre ton lien d'affiliation? Vas-y, mets ton lien. Non, même pas. Je fais ça gratuit de toute façon. Mais clairement, je fais tout le temps des... Enfin, moi, pour ma part, je ne sais pas vous comment vous travaillez, mais moi, je fais tout le temps des ERD, en fait, que j'ai dans mes livrables. Et pour la documentation aussi, c'est important. Et sinon, il y a une application aussi que vous pouvez utiliser qui permet automatiquement d'avoir la liaison de votre base. Alors, elle est un peu touffue parfois, mais bon, vous pouvez en avoir une automatique. Je te laisse la main tout de suite. Je sors de là. Je ne sais même pas comment sortir de là. Attends, je vais te donner la main. Voilà. Est-ce que tu as la main là ou pas? Yes, c'est bon. Alors, je pense qu'il faut que tu arrêtes ton partage, toi, Julien. Non, mais alors, comment je fais pour arrêter mon partage? C'est fou. Parce que là, il me propose juste de... Clique sur écran partagé et normalement, tu peux faire... Ah oui, c'est bon. Je l'ai, excusez-moi. C'est bon. Super. Vous voyez ce que j'ai là? Parfait. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est une étude de cas que j'avais fait il y a quelques mois, mais qui correspond exactement au cas de figure qu'on avait là, avec une table, je peux vous la montrer rapidement, mais qui a vraiment quasiment la même structure que celle qu'on vient de voir ensemble. Donc ça, c'est des interfaces que j'avais faites par-dessus, parce que je trouve ça hyper pratique pour visualiser et interagir avec les données.
Donc, typiquement, ça, c'est les postes qui sont ouverts. Donc, en haut, j'ai mis un filtre. Voilà, si je définis mon poste avec les différents paramètres, je lis ça à une entreprise, un établissement. Voilà, on ne l'a pas dit, mais par exemple, si on avait à gérer des offres d'emploi avec plusieurs adresses différentes parce qu'on a plusieurs établissements, plutôt que de mettre l'adresse dans chaque poste, on peut créer une table des établissements et lier chaque poste à un établissement. C'est plus simple, plus propre. Donc, ça permet de gérer toutes les infos liées à l'annonce, d'avoir les statistiques des candidatures liées. Donc, pour cette offre-là en particulier, je sais que j'ai reçu 3 candidatures, il m'en reste une à traiter. Voilà le graphique des candidatures par jour, par statut, etc. Je mets directement une grille de mes candidatures reçues. Donc, voilà, j'ai les candidatures à examiner, j'ai les entretiens planifiés. Et là, par exemple, si je dois faire un entretien avec Jean Valjean, je clique sur voir le détail qui en fait m'ouvre l'interface candidature sur la bonne page. Ça se fait assez simplement avec un... Comment tu fais ça, toi? En fait, c'est un champ de type bouton. Ouais. Je récupère l'URL de l'interface. C'est le record ID, ça? Je remplace le record ID par le bon record ID. Et du coup, quand je clique, ça m'envoie automatiquement au bon endroit. Super. Et voilà, là, typiquement, je suis sur la fiche de la personne. J'ai toutes les infos. J'ai ce qu'elle m'a mis en réponse à son formulaire de contact. J'ai des actions aussi. Je m'étais un peu amusé à faire des actions automatiques. On peut valider, refuser. Alors là, on ne peut pas parce qu'il n'est pas sur le bon statut. Mais voilà, on peut faire des choses assez poussées pour à la fois bien mettre en forme la donnée et guider et structurer les différentes interactions qu'on peut avoir, sachant que j'avais fait aussi un softer. Donc, une fois qu'on a une base des offres, c'est assez rapide. Là, j'ai fait littéralement en 1 heure de mettre en place un job board pour présenter ces offres-là. Voilà, juste, bon, c'est un peu moche, j'ai vraiment fait vite, mais voilà, il y a toutes les offres, on peut aller les filtrer si on veut. Si je clique dessus, j'ai la page de l'offre, donc tout le détail, etc. Et si je clique sur candidater, j'ai directement mon form Airtable. Donc là aussi, ça se fait assez facilement avec un bouton. L'offre qui est pré-remplie, et là, on a le form Airtable de candidature. Tu as la fibre, non? Parce que ça va très très vite chez toi. J'ai la fibre. C'est pas obligatoire pour être consultant Airtable. Il a une connexion normale. Tu sais, Julien, on est en 2022. Normal, en fait, standard. La fibre, quoi. En tout cas, Pierre, c'est propre. Moi, tu m'as donné envie de retourner un peu dans les interfaces. Oui, moi aussi, tu m'as donné un petit peu envie. C'est magique, les interfaces. C'est le fait que ça élargit au niveau visuel. On n'est plus sur le carcan de l'affiche, mais là, pouf, ça élargit. Alors, il a un écran très large aussi, ça va être pour ça, mais c'est vrai que ça a vraiment de la gueule. Ouais, mais en plus, tu peux, le truc, c'est que tu peux rapporter des infos qui viennent de différentes tables et tu les rassembles à cet endroit-là, en fait. Et avec des visuels sur des grilles ou sur tout ce qu'on peut faire autrement, en fait. Et du coup, tu as vraiment une belle lecture, une belle présentation de ton information et c'est beaucoup plus lisible, en fait, pour les opérateurs qui interviennent sur le sujet. Il y a Théo qui te demande, Pierre, depuis quand tu fais des interfaces? Depuis qu'elles sont sorties, c'est quoi? C'est en novembre. Ouais. Et justement, toi, tu dis aux gens, faites des interfaces avec le surcoût associé ou alors c'est de l'optionnel? Comment ça se passe? Que moi, j'ai du mal à leur suggérer, déjà parce que je ne suis pas très bon en design et en plus parce que c'est un surcoût quand même. Et quand tu fais des modifs, alors c'est bien agencé, mais il faut prendre des décisions aussi sur la partie design liée à l'interface. C'est un bon point. Non, moi, c'est pas optionnel parce que pour moi, l'interface fait vraiment partie du cœur de fonctionnement de la base. Après, honnêtement, ça allège un peu le boulot sur la base elle-même parce que tu n'as pas besoin de faire autant de boulot sur les vues, sur les filtres, sur tout ça, parce que tu remplaces ça, tu peux potentiellement remplacer 15 vues par une interface. C'est un peu l'avantage aussi
de remplacer plein de groupes, plein de ceci, plein de cela. Parce que là, quand je suis sur la page d'une offre, j'ai directement accès aux candidatures sur cette offre-là. Donc, au lieu d'avoir une vue des candidatures par offre, j'ai une interface des offres. Et ton bouton ajouter une offre, ça va vers le formulaire, c'est ça? Et le bouton ajouter une offre, ouais, c'est le. Okay. D'accord. Et, pour avoir le template. Tu peux peut-être montrer un petit peu aussi les filtres qu'il y a là-haut pour Ouais, l'interaction par rapport à. Donc, il y a ici une base de recherche. Elle est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Mais si je veux filtrer par, voilà, je veux juste voir les offres en CDI, ben ça me met directement uniquement les CDI. Donc, pour à la fois faciliter ma construction des interfaces et en même temps pour que les utilisateurs s'y retrouvent bien, je fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai les filtres. À droite des filtres, j'ai le bouton pour ajouter un objet. Là, à gauche, bon, bah, c'est standard, c'est la liste des records correspondants. En haut, les informations vraiment générales. Et puis après des types d'objets, en fait. Donc là, il n'y a que les candidatures. Mais j'ai bossé avec des clients sur des cas un peu plus complexes où sur une page comme ça, il pouvait y avoir 4 tables différentes parce qu'il y a la table des tâches, il y a la table des investissements effectués par cette personne, il y a la table des ceci, des cela. Mais voilà, à voir. Et là, ça y est pas parce que ça s'y prête pas, mais typiquement, à droite du titre candidature, en général, je mets un bouton pour ajouter une candidature. Donc, voilà, là aussi, c'est un type de champ bouton qui ouvre un formulaire pré-rempli qui permet de directement créer une candidature pour cette offre-là. Voilà, là, ça ne s'y prête pas parce que c'est les gens eux-mêmes qui entrent leur candidature, mais si c'était les candidatures rentrées par les utilisateurs de la base, c'est comme ça que je le présentais. Mais vraiment, les interfaces, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. C'est extrêmement puissant. Bon, là, on a survolé parce que ce n'était pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais intéressant, effectivement, et ça donne une dimension à Airtable. Très clairement, quand c'est bien fait, il faut avoir une appétence pour ça aussi, pour les faire correctement. Il faut avoir cette composante design. Après, ça peut être intéressant justement de discuter de comment, quand on est peut-être nul en design, on peut, en suivant quelques règles de mise en forme au niveau des interfaces, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Moi, je sais que j'aime bien mettre aussi, quand j'ai un bloc de texte, mais les options à droite, tu vois, le bloc de texte avec les options à droite, c'est clean aussi parfois sur certains aspects, sur certains projets. Non, mais c'est sûr qu'il faut avoir des guidelines précises pour créer quelque chose de propre et pas perdre de temps à chaque fois à réinventer la roue. Après, en termes de design, on n'est pas non plus en train de parler de faire un webflow où là, tu as 1 milliard de possibilités. Enfin, c'est assez basique en termes de possibilités, de personnalisation, de création, mais ça fait le taf. Il y a 90% des fonctionnalités dont j'ai besoin qui sont présentes là, sans fioriture, et c'est pour ça que je trouve ça très puissant. Et il n'y a pas le problème de… parce que tu vois, quand tu as des process assez simples et très rigides, ça va, mais parce que dans Airtable, tu as sa vie, quoi. Tu vois. Là, tu ne peux pas trop faire vivre. Et il n'y a pas des gens qui justement, ont ce problème-là, ils se disent je ne peux rien toucher, quoi. Je ne peux pas rajouter un champ ou voir un truc. C'est un très bon point. Effectivement, ça dépend un peu de la maturité du projet. Si c'est créer une interface pour quelqu'un qui démarre son activité, enfin une base pour quelqu'un qui démarre son activité et la base va évoluer avec l'activité, je dirais pas de partir tout de suite sur les interfaces, clairement. Mais là, par exemple, récemment, j'ai bossé avec des clients qui connaissent très bien leur métier. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils sont très mauvais pour se structurer. Mon métier, c'était de leur structurer leur base, mais en même temps de leur structurer leur process, leur permettre de suivre les process. Et pour eux, avoir des interfaces qui leur permettent de faire ce taf-là, c'est hyper précieux parce que ça leur permet justement de s'assurer qu'ils resteront sur les bons rails. Parce que sinon, s'ils sont sur la base en direct, en 2 jours, ils vont ajouter 30 champs et c'est foutu, quoi. Et le passage de… Alors, j'avoue que là, il y a des gens qui sont chauds pour parler des interfaces le mois prochain. Donc, ça peut être une thématique intéressante. Donc, je vais peut-être garder mes questions pour le mois prochain.
Pierre, je ne sais pas s'il y a des bases déjà templétisées avec une interface. Oui, bah, de toute façon, de base, quand on lance, ça peut être sympa de prendre une interface, de prendre une base peut-être plus avancée, de faire l'interface de base et puis ensuite de l'enrichir et de l'améliorer, encore avec cette logique de construction, tu vois. Et ouais, c'est une bonne question. À ma connaissance, les templates Airtable aujourd'hui n'ont pas bougé, ils n'ont pas d'interface. Typiquement, là, ce template qu'on a regardé aujourd'hui, il mériterait très bien d'avoir des interfaces. Il a les dashboards. Ils ont généralement des éléments, ils ont des apps de limite de dashboard, mais ils n'ont pas l'équivalent en interface. Et ouais. Donc oui, ça peut être un point intéressant pour le mois prochain, de parler des interfaces. Parce que moi aussi, ça m'intéresse au sens où sur les usages, sur les limites, sur le quand est-ce qu'on l'utilise, enfin, quel type d'équipe ça va bien. Cette question de maturité, elle est très, très intéressante parce que c'est vrai que l'intérêt d'Airtable, c'est justement cette flexibilité, cette agilité en début de projet quand tu dois travailler. Et après, il y a des logiques de structuration et là se pose la question de l'interface, d'un software, des choses pour structurer et rigidifier. Ça, c'est très… Mais tu vois, je pense que en fait, quand tu es en usage interne, tu n'as pas de publication à faire web pour l'extérieur. Les interfaces pour l'opérationnel, c'est super en fait. Parce que tu peux interagir sur tes grids, etc. et rajouter des informations directement à partir d'interfaces dans tes bases. Tu peux interagir, tu ne peux pas créer. Tu vois, tu peux pas créer sur le truc d'à côté. Non, mais tu ne peux pas créer des colonnes complémentaires. Mais par contre, tu peux quand même interagir avec des infos que tu as dans ta base. En fait, une fois que ton outil opérationnel est en place, les opérateurs ils peuvent interagir sur interface directement. Et par exemple, tes vues calendrier que tu peux avoir sur interface, en fait, vont interagir par rapport à la valeur que tu viens de rentrer dans ta grille qui est juste au-dessus. Oui, c'est bien synchronisé, ça sécurise un peu. C'est de l'instantané. Bien sûr. Bon, bah, peut-être, je ne sais pas si ça intéresse il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées justement sur le fait que ce soit des interfaces sur lesquelles on travaille la prochaine fois. Bon, je pense que si Pierre est là, tu vas être inscrit d'office. Avec plaisir. Pour répondre à Nicolas, oui, effectivement, les interfaces, c'est vraiment pour des usages internes, parce qu'il n'y a pas de décorrélation aujourd'hui entre la base et les interfaces. Les gens qui ont accès à la base ont accès aux interfaces et vice-versa. Et voilà, ça remplace pas, par exemple, un software ou un stacker qui permet de faire un portail externe. Clairement, c'est pour ça que, voilà, ce que disait Julien, il y a un vrai sujet de utiliser la bonne solution pour le bon usage. Déjà, est-ce que Airtable est le bon outil? C'est une question qui doit se poser avant chaque projet. Mais même une fois qu'on a utilisé Airtable, maintenant qu'il y a tellement d'outils qui existent dans Airtable ou qui peuvent se plugger dessus, il y a un vrai sujet de quel stack je dois mettre en place, même dans Airtable. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci à tous. Je vais essayer de refaire une petite synthèse de tout ce qui a été dit, avec un petit compte-rendu. Est-ce que ça vous dérange qu'on partage la vidéo? Dites-moi, est-ce qu'il n'y a que aux inscrits? Est-ce qu'il y a tout le monde Pas de souci. En public, non, pas de souci. Tous les gens qui ont mis leur caméra assument leur tête et leur fond d'écran avec de magnifiques posters de couleurs. Oui, Nastasia, je te cible évidemment. Bon, bah, ça va dans ce cas-là, si tout le monde est OK. Super. Bon, bah, je reviens vers vous très vite avec la vidéo et puis le compte-rendu. Je pense que faire les interfaces la prochaine fois, ça peut être bien, de partir de quelque chose qui a commencé à être construit et puis d'améliorer et de discuter dessus. S'il y a des gens qui se sentent à l'aise avec ces outils-là, qui ont de l'expérience en mission avec ces outils-là, sont les bienvenus. Moi, j'avoue que j'aurais très peu de choses à dire parce que je suis plutôt mauvais là-dessus. On peut peut-être ouvrir sur peut-être aussi d'autres outils à part les interfaces. Tu avais une extension Software là, vous avez montré. Alors oui, ça allait être ma question vis-à-vis de Pierre sur
le passage d'interface à software, tout à fait. Alors, est-ce qu'on fait tout dans une même case ou est-ce que on fait une émission à chaque fois? C'est vrai que ça. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un mix sur une même session, tu penses, Pierre? Toi qui... Après, ça dépend. Donc, le temps passe très vite. Là, on a dit la moitié de ce qu'on voulait dire et on a déjà dépassé le temps. Ça peut être une séance, on compare les différentes possibilités, ou alors ça peut être une séance, on parle de software, on parle des interfaces. Mais je pense avoir l'ambition de présenter tous les outils et d'en faire un comparatif, etc. en 1 heure, c'est peut-être un peu compliqué. C'est plus, au-delà de présenter, pour moi, c'est plus les consultants qui réfléchissent et qui expliquent un petit peu pourquoi ils font les choses de telle façon par rapport à du retour d'expérience. Pour moi, c'est plus ça l'idée. Alors, l'idée a priori de cette initiative, hein, ça peut être autre chose, hein, mais je veux dire, des vidéos tutos sur comment utiliser Stacker, des choses comme ça, il y en a. Donc, il y a cette idée d'avoir quelque chose d'un peu complémentaire sur plutôt être dans l'échange et de dire moi je fais plutôt comme ça, bah oui, moi je fais plutôt comme ça, tu vois. Et c'est vrai que tu vois, par exemple, sur l'interface et même sur Software, le problème que je vais peut-être voir, c'est que ça ouvre tellement de possibles que c'est différent peut-être de confronter nos idées, parce qu'il y a tellement de variables à prendre en compte que ça devient compliqué de débattre, je trouve. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment dire ça, mais... C'est sûr que plus le champ des possibles est large, plus il est difficile de traiter le sujet et d'avoir pour avoir un angle d'attaque, quoi. Ouais, il faudrait un use case sinon spécifique, avec une vraie problématique que quelqu'un nous soumet, peut-être. Alors, ça, c'est un truc qui est super intéressant. S'il y a quelqu'un qui a une base qu'il est prêt à ouvrir, à dire moi, c'est ma base, c'est mon truc, pour l'instant, je n'ai pas trop de data, et qui veut que ça puisse être décortiqué, traité et critiqué, ça serait super intéressant. À fond. C'est du coaching gratuit, hein, vous prenez, mais la seule la contrepartie, c'est que vos données ou votre structure de base, elle sera disponible et visible pour tout le monde. Ça peut être le deal, très clairement. Il y a Théo. Théo est chaud. On demande à voir, Théo. Donc, si vous avez des espèces de bases, et même avec une interface très moche où vous dites ah, j'aimerais que ça progresse. Et c'est vrai que là, ce qui serait bien, c'est qu'on peut attaquer à la fois la partie base et à la fois la partie interface en même temps, parce qu'on peut taper des deux côtés en même temps, hein. Avec une fibre comme celle de Pierre, on peut facilement passer d'Airtable. Moi, j'avoue que je pense que je laisserai la main au niveau de la gestion, si on doit notamment faire à la fois du interface et du Airtable. Donc, textile personnalisé. Ah bah franchement, je ne sais pas si vous êtes chaud. Je ne sais pas si le format est intéressant, mais je trouve qu'il est intéressant sur ce côté. Pour un truc qui a commencé à être fait par quelqu'un. De toute façon, il y a plein de missions qui commencent comme ça, hein. On arrive dans une base qui a été faite par quelqu'un et on fait ouh là là. Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc en fait, c'est un cas très intéressant. Je suis d'accord sur le oulala. Pardon? Je suis d'accord sur le oulala, effectivement. Il y a souvent cette réaction-là de ouh, purée, dans quoi je mets les pieds. Donc la suggestion d'Emmanuel est très bonne. Je pense que c'est sec. Enfin, moi, je valide complet. Qui ne dit mot consent. Donc on part sur quelque chose. Ouais, bah, tout on va. À une prochaine. Ouais, merci. C'est bon. Juste pour la dernière remarque, c'est parfait. La valeur était là. Et justement, si c'est pas l'enjeu, c'est que ce soit perfectible, Théo, hein. Franchement, c'est ça l'enjeu. Donc on puisse travailler dessus 1 heure. Donc c'est cool. Bah, je vais peut-être voir avec Théo pour qu'il nous envoie la base, qu'il nous envoie la base, qu'on voit un petit peu, qu'on fasse un listing de gens que ça intéresse d'intervenir dessus. Et puis ensuite, on refait un peu la même, quoi. Je sais pas, ça a été, hein, ça n'a pas été trop le bordel, je trouve. On a parlé de plein de trucs, mais bon, voilà, quoi. Peut-être que des gens comme Pierre auraient préféré quelque chose d'un peu plus structuré. Et des gens comme Lilian un peu plus freestyle. Non, c'était top. Merci beaucoup, Julien. Quoi freestyle, moi?
Non, c'était bien, ouais. Bon. Ah ouais, c'était cool. Bah vas-y, moi Si vous avez toutes les remarques et toutes les suggestions, vraiment, même critiques ou positives, vraiment, vous pouvez me les envoyer sur LinkedIn ou par email ou quoi que ce soit. C'est avec plaisir. Vraiment, et même les participants, hein, allez-y, hein, vous pouvez. C'était un essai, on itère, hein, on est agile, on est agile. Donc, on va essayer de faire de mieux en mieux. Et voilà. Donc, moi, je vous dis, mettez sur votre agenda le prochain rendez-vous qui serait le 19 avril, le troisième mardi du mois d'avril, à la même heure pour faire à peu près la même chose. Alors, non, plus la même chose, évidemment. On prendrait à la base d'un candidat qui veut mettre sa base au test. Et puis, avec, si possible, une interface pour qu'on puisse aller jouer avec sa partie interface et sa partie Airtable. Et peut-être qu'un jour, on fera la même chose avec la partie make de quelqu'un. Voilà, on peut faire ça plus largement. Effectivement, c'est super. Bon, bah, je vous dis très bon après-midi. Et puis, s'il y en a qui veulent rediscuter, bah, c'est avec plaisir pour un moment. Et puis, sinon, rendez-vous le premier mardi du mois pour le on-air. Donc ça, c'est plus moi, tout seul. Et peut-être plus tard avec plus de monde. Franchement, je vais y réfléchir parce que c'est quand même cool d'être à plusieurs. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. À bientôt.